Bonjour et bienvenue dans cette émission Les Nouveaux Entrepreneurs. Je suis Laurent Espinoza, directeur de l'Académie des Andes, qui est une école pour entrepreneurs. Alors je suis ravi de vous proposer cette émission où on va parler d'entrepreneuriat, mais surtout d'entrepreneuriat en lien avec l'humain. Comment avoir par exemple une qualité de vie, comment créer une entreprise, ou encore découvrir des parcours inspirants comme nous avons aujourd'hui avec Leonardo, pour vous apporter des visions inédites et des solutions pour votre parcours d'entrepreneur, comme nous allons voir avec Sébastien Espenant. Donc déjà, merci à notre partenaire Pro Impression, qui se situe à Fonsorbe, pour toutes vos impressions de qualité. Donc voilà, si vous cherchez une imprimerie à Fonsorbe, mais vous pouvez aussi les appeler de toute la France, www.imprime.net. Il faut vraiment un travail de qualité. On est sur 105.fm Radio Axe Sud. Et à ma droite, nous avons un des formateurs de l'Académie, Sébastien Espenant. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Donc toi tu es, alors tu as pas mal de diplômes, mais entre autres tu es formateur en gestion des conflits, du stress, en création d'entreprise. Et tu es également enseignant de Jeet Kune Do et Qigong. Tout à fait, ouais, exactement, c'est ça. Donc c'est une particularité qui fait que dans mes formations, ça se retrouve. L'idée d'aller chercher un peu soit l'humain, et comme tu as dit au début, quoi, entrepreneur, mais aussi c'est dans l'humain, quoi. Oui, tu as formé notamment, tu vas nous en parler après aussi, mais tu as fait beaucoup de formations auprès de la police, auprès des compagnies aériennes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais, je suis formateur donc, de gestes techniques professionnels d'intervention pour la police et les GTPI. Également formateur de maintien de compétences sur les bâtons de police, TONFA, etc. Quoi. Donc police et les compagnies aériennes, où je renseigne la gestion des conflits. Donc par rapport à la formation des conflits que j'ai mis en place, qui étaient donc les 3 A, anticiper, agir et apaiser. Donc l'anticipation des conflits sur des passagers, et également l'action sur un passager malveillant, les passagers indisciplinés comme on les appelle, les PAXI, et voilà l'apaisement, puisque l'apaisement souvent quand on a un conflit, ben, on est pris quand même par ce conflit-là dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur. Donc il faut penser à travailler également sur ça. Ben merci, et tu vas nous parler après, quand on aura présenté Leonardo, des Prado, tu vas nous parler de burn-out, comment le prévenir, parce que quand on est entrepreneur, on va en parler dans cette émission, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le burn-out. Et nous accueillons Leonardo de Prado Pieroni. Bonjour Léo. Bonjour Laurent. Et alors Léo, c'est un uruguayo, comme on dit, c'est bien ça? C'est ça, c'est comme ça. C'est un Uruguayen en fait, et il est gérant du Chivito, qui propose des spécialités culinaires sud-américaines à Toulouse, mais pas que, vous allez voir, il est gérant d'une franchise, et il va nous raconter comment il est arrivé en France, et il a fait un parcours de cuisinier à gérant de franchise, c'est bien ça? C'est ça, je suis arrivé en France ici en 2004, et j'ai commencé à travailler dans les cuisines, en faisant la plonge, des cuisiniers, jusqu'à chef cuisinier, jusqu'au moment où j'ai pu monter mon première affaire, c'était à Toulouse, c'était un tout petit local de 20 mètres carrés, et c'est là où j'ai pu construire mon concept. Et voilà, aujourd'hui on est passé à 5 villes, on est passé à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, à Lyon et à Grenoble. Oui, et c'est pour ça que je trouvais que, moi, dans les parcours inspirants, je trouvais que c'était intéressant que Léo nous raconte un peu son parcours, peut-être des fois des difficultés, mais aussi la persévérance qu'il a eue. Il va nous raconter ça dans quelques minutes. Donc Sébastien, on parle de burn-out. Alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, dans une autre émission. Le burn-out, ça touche beaucoup de personnes, tu sais, toi, comment ça se passe? Alors, moi je dirais que ça touche pratiquement tout le monde. Qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, responsable d'usine, de n'importe quelle structure, à un certain moment, je pense que on touche du doigt ce burn-out. Et c'est quoi en fait les traits de caractéristiques, tu pourrais dire, comment ça se passe un burn-out, ça se manifeste comment, tu le sais? Alors après ça se différencie suivant les personnes, puisque le burn-out c'est juste un mot. C'est en soi, à un moment donné le corps lui ne peut plus avancer. Il ne peut plus avancer. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire que par le stress, alors c'est plusieurs étapes, plusieurs moments dans la vie qui fait que le stress, alors au travail, c'est souvent le travail, mais pas que, mais souvent ce stress-là il devient de plus en plus intense, et notre corps, on ne l'écoute pas, on continue quand même à avancer, on continue à bosser, on continue à essayer de porter
un peu notre affaire, et à un certain moment le corps il dit stop, et il s'arrête, et ça peut être des douleurs, ça peut être carrément une fatigue intense, et on reste cloué au lit, on ne peut pas bouger. Et toi, Léo, est-ce que tu as déjà connu ça? Est-ce que tu as déjà été touché, toi, tu passes par le burn-out, ou tu connais autour de toi? Oui, moi je passais par le burn-out, oui. Au bout de 3-4 ans, quand j'avais commencé mon premier restaurant, c'était plutôt comme des crises d'angoisse, des attaques de panique, des choses comme ça, que ça devient un peu en même, comme disait Sébastien. Et voilà, oui, j'ai senti cette sensation. Pour moi, c'est comme si les cerveaux sur une autoroute, c'est comme si un bouchon, tout d'un coup. Ah, okay. Et voilà, il y a tout, on peut plus avancer, on est bloqué. On entend les klaxons. Voilà, et on klaxonne. C'est ça. Mais il n'y a personne qui va avancer. Ouais. C'est ça. En fait, on revient dans ce que tu dis, Leonardo, et ce que tu dis aussi, Sébastien, c'est que finalement, le mot qui revient, c'est on ne peut plus avancer. Voilà. Et on ne se rend pas compte. Parce que suivant, voilà, comme disait Sébastien, parfois il faut savoir s'arrêter, prendre du temps pour soi, prendre des reculs, mais on ne se rend pas compte. On se va. En fait, c'est qu'on a essayé de tenir quelque chose de très fort, trop longtemps. Mais moi, j'avais lu justement que burn-out, ça voulait dire aussi brûler de l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est quoi, alors toi, en tant qu'enseignant de Qigong, d'énergie, de Jet Kundo, est-ce qu'il y a un rapport avec le corps, le mental ou... Oui, pour moi, je pense que burn-out, brûler de l'intérieur, c'est ça, c'est-à-dire que comme l'image de l'autoroute est bien choisie, c'est-à-dire qu'on a tous cette image-là où on roule sur l'autoroute, où il n'y a pas de bouchon, mais ça avance. On est à la vitesse maximale autorisée, mais on avance. Il n'y a rien mais on ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'on est sur cette autoroute, on y est. Il y a souvent, moi, en cabinet, je reçois des personnes où je fais le lien d'ailleurs, c'est des personnes qui roulent sur les autoroutes, ou d'autres qui ne peuvent pas rentrer sur une autoroute parce qu'ils ont la phobie. Mais cette phobie-là, en fait, c'est parce que quand on se donne l'image de l'autoroute, on rentre dans une autoroute, mais quand on y rentre, on a l'impression, le cerveau se dit, on ne peut pas en sortir. Et le burn-out, à un certain moment, c'est-à-dire que l'image est juste, c'est-à-dire qu'on avance, on est pris dans notre quotidien, on se laisse submerger. C'est pour ça que même un entrepreneur se dit, ouais, je ne suis pas salarié, je suis entrepreneur, je vais gérer ma vie comme je le veux. Mais non, parce qu'on n'a pas toutes les clés, on n'a pas tous les outils. Et du moment qu'on n'a pas toutes les clés, on va peut-être faire plus que si on était salarié, forcément, puisque on sait très bien, on est entrepreneurs tous les trois ici, et on sait très bien que ça demande beaucoup plus que travailler. Il y a plein de trucs à côté à faire et à gérer. Donc on est sur cette autoroute, on ajoute des trucs, on avance quand même parce que c'est une affaire dont on ne veut pas arrêter non plus, mais simplement, à un certain moment, le corps, l'esprit, lui, il dit stop. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu proposes comme solution, ou qu'est-ce que tu offres comme solution, soit en tant que thérapeute, soit en tant que formateur? Ouais, après, on a la prévention du burn-out qui se fait donc soit en tant que thérapeute, effectivement, en séance, où là, la personne, déjà, il faut qu'elle ait une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc, ça. Comme a dit Léo, ça peut être des moments de panique, du stress, des angoisses. Ça, c'est des signes avant-coureurs. Là, il faut vraiment s'écouter. Si on ne s'écoute pas, on arrive au burn-out vraiment où on s'arrête, où on ne peut plus avancer. Donc effectivement, il y a ça par l'hypnose, par la sophro, l'énergétique et bien d'autres techniques qui peuvent aider le burn-out. Il y a aussi par la formation. La formation, par exemple, avec l'Académie des Andes, quand on fait une formation sur l'installation, comment s'installer, faire aide à l'installation, tout ça, ça va s'étudier déjà en amont. C'est-à-dire que, attention, on a oui notre affaire, on a oui ce sont des passions la plupart du temps, mais derrière, n'oubliez pas qu'il faut savoir se poser, il faut savoir s'écouter, il faut savoir s'arrêter avant qu'on nous impose un arrêt. Est-ce que par exemple, pratiquer la méditation, voilà, tout ce qui va être une technique sur soi, c'est vraiment arriver à se connaître. Du moment qu'on arrive à se connaître, normalement, on ne franchit pas les pas qui vont nous permettre d'être mal. À chaque fois, quand on travaille sur soi, on connaît nos limites. Et à un certain moment, c'est là où on se dit, moi-même, avec le travail, et des fois, je me dis, voilà, c'est stop. Bon, stop, je me pose, je me repose, et je repars après, quoi. Donc déjà, c'est finalement la première, ce que tu dis, c'est que la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. Bien sûr. Et c'est quelque part, Léo, ce que tu as fait toi, quand ça s'est passé pour toi, cette panique, tout ça, qu'est-ce que tu as fait finalement? Tu as trouvé des solutions? J'ai mis du temps à me rendre compte qu'est-ce que c'était. Alors, au début, je pensais que c'était la fatigue, c'était les travails, et j'ai mis du temps à savoir que c'était ça, c'était les crises d'angoisse. Donc, moi, je l'ai fait un peu par moi-même. Mais je me suis j'ai eu pendant 2 ans au moins, même 2 ans et demi,
Jusqu'à 15 jours, je marchais dans la rue à Toulouse et j'ai dit stop, c'est bon, j'arrête. J'avais les restaurants, j'ai dit soit je les vends, soit je les mets en gérance, soit je les fais autrement, mais ça, comme ça, c'est fini. On arrête, on passe à autre chose. Et juste cette idée, ça a déclenché tout, ça a ouvert, ça a tout changé. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais à partir de ces moments où j'ai eu ce moment de clarté, on va dire, et il y a tout qui s'est mis en place. Ah ouais, c'est une prise de conscience. Hein. Oui, c'est ça, c'est pour ça que ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est que toi tu as mis 2 ans et c'est une prise de conscience, et finalement on peut aussi arriver plus vite si, plus vite je sais pas, mais en apprenant à se connaître ou en allant voir un thérapeute, mais ce qui n'est pas évident parce que si on n'a pas l'idée, si on ne le voit pas, on sait voilà, pas. pour moi la crise d'angoisse justement, c'est la limite. D'accord, ah ok. Voilà. Pour moi, j'ai allé, on tient, on y va, il n'y a pas de souci, moi je peux, il n'y a pas de souci. Voilà, à un moment où où on a des crises d'angoisse, de burn-out, là on s'est dit, là c'est la limite. Voilà, c'est parti de là, je pense, voilà, j'ai appris des choses aussi de ça, j'ai appris à connaître mes limites. Ouais, c'est pour ça que c'est ça, c'est une façon d'apprendre à connaître ses limites, il ne faut pas dépasser le truc, que ça aille trop loin, et sinon... au final, c'est d'arriver à écouter son corps pour savoir si on a trop de stress, finalement, c'est qu'on est déjà en burn-out, si on a trop d'angoisse, c'est qu'il y a un burn-out qui est en train d'arriver. C'est ça, c'est-à-dire que là, c'est là où il faut que, par le travail que l'on fait, qu'on arrive à trouver du temps pour apaiser. On ne peut pas rester dans un stress et juste dormir et se dire, bon voilà, c'est moi je vais dormir, ça va me calmer. Non, parce que le stress, il repart, dès qu'on réouvre les yeux, ça repart. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus intense. Il faut faire vraiment un travail sur l'apaisement. Et moi, j'ai connu beaucoup de commerçants qui commençaient plus tard que moi, après, et je voyais comment ils étaient à fond, et je parlais avec eux justement pour leur dire, et ils me regardaient comme, non, ouais, c'est ça, on ne peut pas arrêter, il faut y aller, il faut continuer, et je voyais au bout d'un an, au bout de tout ça, qui revenaient me voir en disant, t'avais raison, il fallait arrêter. Mais c'est vrai que moi, dans ce que j'ai pu lire, c'est que le burn-out touche beaucoup de personnes passionnées. C'est ça qui est incroyable, c'est que on pourrait dire que c'est des gens qui en font trop ou qui sont assidus à quelque chose, mais non, des fois c'est des passionnés parce qu'ils ne se rendent pas compte que leurs passions prennent trop de temps et qu'ils ne nourrissent pas assez tous les domaines de vie. Et c'est ce qu'on enseigne un peu aussi à l'académie. En tout cas, merci à tous les deux. On va passer à ce parcours, c'est une petite émission de 20 minutes. Ce parcours de Leonardo De Prado Pironi. Donc comme on l'a dit, c'est un Uruguayo, l'Uruguay qui est un sacré petit pays mais avec de grandes valeurs. Dis-moi, alors quand tu es arrivé en France, tu parlais pas français? Non, pas du tout. En fait, je suis venu juste, j'étais des passages à Toulouse, et finalement j'ai trouvé un travail où j'étais un restaurant espagnol, les Mas y Mas, et je commençais à travailler là, en tant que cuisinier. J'étais déjà cuisinier à l'époque, et je travaillais 3 saisons. Et après, j'ai eu justement l'opportunité, j'ai appris les français entre-temps, et j'ai eu l'opportunité en 2007 d'acheter un fonds de commerce d'un pote à moi, un Argentin. Et c'était un tout petit fonds de commerce, il faisait 20 mètres carrés. Donc voilà, ça s'est fait. C'est la rue Bargamilla, parce qu'en fait c'est ça, moi je me rappelle, parce que bon, Leonardo on se connaît depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'était tout petit, et la personne elle a mis juste une vitrine, je crois que c'était tout petit, c'est ça tout petit, oui, il faisait 20 mètres carrés, tout, cuisine, toilette, salle, rangement, tout, il faisait 20 mètres carrés. Et donc c'est moi qui l'ai géré tout seul. Et je n'avais pas vraiment un concept au début. C'était un concept d'Amérique latine, parce que je viens de là-bas. Mais les concepts, on va dire que ça s'est fait au fur et à mesure. Et c'est les clients qui faisaient aussi un peu les concepts. Et voilà, j'ai resté là 5 ans. D'accord. Dans ce petit local. J'ai tenu tout seul. Et ça a très bien marché. C'était très dur économiquement. Mais ça marchait. Les gens, ça les plaisait. Les gens y revenaient. Donc j'étais confiant. Et en 2011, ça c'était en 2007. Et en 2011, j'ai un ami à moi. Et il a voulu ouvrir la même chose, le même concept à Montpellier. Voilà. Et en 2012, un des employés qui travaillait avec moi, parce qu'après j'ai pu embaucher des gens, et il a voulu ouvrir les mêmes à Bordeaux. Et c'est comme ça que ça s'est fait. En 5 ans, on a monté 3 restaurants, 3 villes différentes. Ouais, et alors déjà, comment ça t'est venu? El Chivito, ça veut dire quoi? C'est une signification, il y a une spécialité? Voilà, El Chivito, ça veut dire les petits boucs. Mais en fait, voilà, ça vient d'un plat du Uruguay, c'est un sandwich qu'on fait en Uruguay, où il y a la viande de bœuf, du jambon, de la vin fraîche, fromage fondu, de l'œuf, et il vient accompagner les frites.
Et ça, je commençais avec ça. Et je n'avais pas beaucoup d'autres plats. Et après, au fur et à mesure, on a commencé avec la cuisine mexicaine, la cuisine colombienne, la cuisine d'Argentine aussi. Parce que l'Uruguay, c'est un tout petit pays. Donc aujourd'hui, ce qu'on a créé, c'est les restaurations rapides d'Amérique latine. Ah, okay. C'est la cuisine de rue d'Amérique latine. Et on a des plateaux à dégustation, et on peut trouver dans les mêmes plateaux des choses de Mexique, de Venezuela, de Chili, du Uruguay, un peu de partout. Ah ouais, ça donne envie. Hein, ouais. Il y a vraiment plein de spécialités. Et alors, comment on arrive voilà, est-ce que tu sais les moments clés qui ont fait que t'es arrivé ici, tu parlais pas français, à développer, donc aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une franchise, il y a plusieurs restaurants, comment on arrive c'est quoi le déclic? En fait, il y en a plusieurs. C'est tout un parcours vraiment où il y a marqué plein d'étapes. Par exemple, ce qu'on parlait tout à l'heure de burn-out, c'est une des étapes, je pense, une des plus importantes. Et c'est à travers ça, je pense que j'ai pu passer à une autre étape. Parce qu'à travers les burn-out, je dis, je ne peux pas tout faire tout seul. Je ne peux pas tout gérer, je ne peux pas tout tenir. Et à ces moments-là, on lâche. On lâche. Apprendre à déléguer alors, c'est ça? Voilà, et on fait quelque chose qu'on ne veut pas faire, parce qu'on veut tout tenir, tout faire nous-mêmes. Mais j'étais obligé, et content de le faire, de lâcher, de faire confiance, de déléguer. Et là, j'ai appris qu'il y avait plein de choses qui marchaient même mieux qu'avant. Il y a tout qui s'est mis... Une fois qu'on a laissé faire, les choses ils sont mis en place tout seuls. Il y a plein de gens qui sont apparus et ça marchait très bien. Léo, va te reposer, va au Baléares. Non, mais je veux tenir. Non, mais vas-y. Ah bon, mais d'accord. C'est ça. Non, mais je suis parti en Amérique latine, 7 mois en voyage à un moment donné. Là, et ça, en rentrant de là, et j'ai vu que tout ça s'est passé bien, j'ai dit, il faut continuer. Là, on continue, mais comme ça. Pas comme avant. Ouais, c'est pas évident parce que ça veut dire qu'il faut mettre en place des gens, qu'il faut avoir confiance, partir là, c'est-à-dire parce que si eux ils tiennent pas la boutique, tu perds tout quoi. Oui, voilà. Mais moi j'étais prêt à perdre tout. Ah voilà. Justement. Là on y est là. Voilà. Et quand on n'a plus peur, on lâche, on laisse faire, et c'est là qu'on voit comment tout ça s'est mis en place. Et voilà. Et forcément on s'est dit, pendant 5 ans j'ai voulu tout faire tout seul. C'est grâce à ça aussi qu'après ça s'est mis tout en place. Mais bon. Mais t'as su écouter quelque part dans ce que tu dis, le moment où stop et tu passes à un autre étage. Ce que très peu, je sais pas, mais c'est pas évident pour tout le monde de passer cette étape-là. En fait. Non, c'est pas évident. Et c'est justement, je pense, c'est les moments où on n'a plus peur. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et faire confiance aux gens. Le lâcher prise. Ah oui. Lâcher prise. Ouais. Parce que tu connais. C'est un sacré lâcher prise. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que tu laisses, tu connais un peu ça, toi. C'est un peu est-ce que tu appelles ça le détachement aussi? Ou c'est pas pareil? C'est pas tout... Enfin, pour moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt... Là, c'est lâcher prise, quoi. Là, c'est vraiment se dire, bon, allez, de toute façon, même si ça marche plus, tant pis, quoi. Je peux plus continuer comme ça. Donc, dans tous les cas, je lâche. Le détachement, ça serait peut-être plus en amont de pouvoir le faire sans en arriver au burn-out ou à des crises d'angoisse. Mais, c'est quand même un sacré lâcher prise et c'est très bien parce que c'est comme ça, je pense qu'on arrive à faire pas mal de choses et quand on se dit, allez, c'est bon, lâche. Et faire confiance aux autres, faire confiance aux gens, faire... Parce que quand tu regardes en fait ton parcours, il y a beaucoup de restaurants en France. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ce que tu fais. Donc qu'est-ce que tu dirais que tu as comme qualité ou qu'est-ce qui a fait que... Enfin, on l'a dit peut-être un petit peu, mais toi aujourd'hui, est-ce que tu peux... tes qualités, tes défauts, comment... qui tu es moi, je pense que la partie la plus importante et la plus compliquée dans le domaine de commerce, je pense que c'est la partie de travailler avec les gens, avec les salariés, avec les équipes. C'est la partie la plus compliquée pour tout le monde. Hein. Et je pense que c'est là où beaucoup de gens que j'ai vus qui veulent faire un peu pareil, veulent monter un 12e point de vente, créer une franchise, ils bloquent toujours là. Parce que c'est la partie, c'est vrai, même pour moi, c'est la partie la plus compliquée. C'est la partie humaine. C'est la partie quand tu parles aux gens, quand tu parles... Parce qu'on est dans une relation patron-salarié, mais finalement, on est tous des humains. Tous les jours, chacun, il a une histoire. Chaque personne, c'est un individu. Donc, je pense qu'il faut, s'il y a une qualité, je pense, pas tout le temps, mais c'est d'essayer de voir chacun comme un être individuel. Parce que quand tu as 10 salariés ou 10 personnes ou 10 gérants des restaurants, chacun est différent. Et de la façon que tu parles avec quelqu'un, tu ne peux pas parler de la même façon à quelqu'un d'autre. Et c'est justement de trouver cette énergie de chacun.
Ouais, donc c'est dans ton parcours, ton évolution, il y a eu toutes ces qualités. Et puis finalement aussi, ce que j'ai bien compris quand on a discuté, il y a aussi la rencontre avec Herman. Oui. Qui a été, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu parlais d'amis, ça a été aussi décisif, je crois. Complètement. C'est lui qui a monté les 12e chez Vuitton, c'est-à-dire la première franchise à Montpellier. Et c'est avec lui qu'on s'est associé après, justement pour être accompagné et pour les faire à deux. Parce que c'est important, je pense aussi, avec les gens qui ont fait les restaurants, les franchises et tout, qu'on soit comme une petite famille aussi. Ouais. Que ce soit pas juste business, commerce. Sinon, ça ne tient pas dans les temps. Et c'est avec Herman, depuis 2013, qu'on s'est associés. Et depuis qu'on est tous les deux, justement. Et déjà, être à deux, ça change beaucoup. Oui, en plus, il avait d'autres qualités, si j'ai bien compris, comme la mise en place. Enfin, je sais que vous étiez très complémentaires sur des choses. Voilà, on est très complémentaires. Oui. Donc c'est ça, pour résumer un peu ce parcours réussite, il y a l'écoute de soi, il y a l'adaptabilité, il y a l'humain, et puis après un peu les signes de la vie et les rencontres qui font que parce que tu as lâché prise. C'est ça. L'écoute de soi, tu l'as dit, l'écoute de soi, l'écoute des autres, et laisser faire aussi un peu les choses, faire ce qu'on doit faire et laisser faire les restes. Et aujourd'hui, il y a combien de Chivito et où? Il y en a 5. Il y en a à Toulouse, à la rue de Blanchet. On a à Bordeaux, Montpellier, Lyon et Grenoble. D'accord. Voilà, Grenoble, on l'a ouvert cette année. Et on souhaite continuer à se développer. D'accord, ouais, t'as déjà des idées où tu laisses faire, ou est-ce qu'il y a un appel, je sais pas. Non, voilà, en fait, c'est nous qui on fait les ouvertures pour l'instant, et après nous, on vend des points de vente aux gérants, pour l'instant on fait comme ça. Et pareil, avant on ciblait une ville, on s'est centré sur une ville. Maintenant on fait 2-3 villes, et là où on trouve un bon local, un bon prix qui nous intéresse, qui va bien, on choisit la ville par rapport à ça. D'accord. On laisse faire, on laisse... Donc Sébastien, tu veux ouvrir un Chivito? Ouais. Ça fait plus de 20 mètres carrés maintenant à Toulouse. Ah, un petit peu plus. Mais ils sont aussi serrés qu'à l'époque, les gens. Ah oui, tu m'étonnes. Donc tous les deux vous êtes formateurs. Sébastien, alors tu fais des formations en gestion des conflits, par exemple, tu disais qu'il nous reste une petite minute, et après on revient vite fait à Léo. Ouais. Tu as formé dans les professionnels du transport, pardon. En fait. Oui, voilà, donc j'ai travaillé ici sur Toulouse à TCO, je suis allé, j'ai fait de la formation pour du personnel de chez TCO et d'autres, dans d'autres villes pour les transports. Donc c'est encore une fois, on va chercher l'humain aussi. Hein. Voilà, ouais. Ça c'est important. Je pense qu'une bonne formation, c'est aller chercher chaque personne, comme disait tout à l'heure Léo, ils sont tous différents, quoi. Donc si on arrive à s'adapter, si on connaît notre fonctionnement, on peut essayer de comprendre un peu le fonctionnement des autres. Mais si on n'a pas cette fibre-là, forcément quand on est dans la relation client ou autre, ça ne peut pas fonctionner comme il faut, quoi. D'accord, merci. En tout cas, c'est ce qu'on disait au tout début de l'émission. Hein, on revient à l'humain aujourd'hui. En fait, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle les nouveaux entrepreneurs. Quelque part, on sait que l'humain presque devient plus important que le profit. Et toi, Léo, aujourd'hui, avec tout ton passif, tu as commencé à accompagner un petit peu ton passé, ton expérience, des restaurateurs à savoir déléguer. Ça, tu t'accompagnes un peu là-dedans, quoi. Voilà, maintenant avec les académies des Andes, on fait ça. On fait un travail avec les gens pour aider les gens qui commencent à pas tomber, on va dire, sur le même piège, à pas faire les mêmes erreurs, même s'il y en a certains qui vont les faire, mais accompagner les gens, accompagner les personnes, accompagner l'humain. Bon, écoutez, merci en tout cas à tous les deux pour ces moments. C'est passé très vite. Merci pour ces moments. Merci à toi, Laurent. Merci à Leonardo, merci à Sébastien. Vous avez compris, prenez soin de vous si vous entreprenez. Et puis, on vous dit à très vite sur les 105.1 FM Radio Axe Sud. À bientôt.